Bienvenue les amis, bienvenue tout le monde, bienvenue dans l'After Lutèce, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les lutétiens pensent tout bas. Et oui, on va dire beaucoup de choses tout haut aujourd'hui puisqu'on fait un rapide coup d'œil sur les 3 journées écoulées, J6 à J8, même si en réalité la J9 est déjà très bien entamée et quasiment finie. Mais bon, comme vous le savez tous, je suis en retard et il y a eu la dèche, il fallait peindre quelques figurines, il fallait préparer le tournoi. Donc, et puis il y a le boulot aussi, donc voilà. Et puis je suis en retard, et puis c'est comme ça. Et puis si ça vous plaît pas, c'est pareil, voilà. Moi je dis les choses tout haut, voilà, telles qu'elles sont. Mais rentrant tout de suite, sans tergiverser dans les détails, on regarde les statistiques. Au niveau des statistiques, ça va mieux. En réalité, ça va beaucoup, beaucoup mieux que sur le début de saison, hein, sur le premier tiers. Nous avons notamment crevé certains plafonds de verre, on va dire, sur la 8e journée, qui a été juste monumentale. On regardera ça très en détail dans les stats à venir. Donc bravo à tous, et à tous, parce qu'il n'y a pas de filles cette année, donc bravo à tous, bravo les gars, félicitations, vous avez vraiment, vraiment bien joué sur les 3 journées écoulées. Petit bémol quand même, seule petite ombre au tableau, le premier, et espérons unique, abandon de la saison. On va dire que c'est dû à la période interfaite, mais ça semble s'être mal goupillé entre Manu et le duo Squeeze et le Liquide. Et du coup, la commission a imposé un abandon aux deux derniers. C'est comme ça, Duralex cède l'ex diront certains. Peut-être, mais moi en tout cas, ça me fout mes stats en l'air les gars. Et bah ouais, un match en moins, c'est moins de sorties, c'est moins de touchdowns, moins de gains et moins de points d'expérience. Et du coup, forcément, vu que ça s'est passé durant la 7e journée, celle-ci fut un peu moins sympa, un peu moins sexy que les deux autres journées. Bon, c'est pas grave, vous allez me dire, c'est qu'un jeu après tout. Un abandon en 8 journées, c'est pas la fin du monde. Un abandon sur 8 fois 30 matchs, ça fait. Je vous laisse compter plein de matchs, plein de matchs. Donc en vrai, c'est rien du tout, on est d'accord. Il n'y a pas de quoi chier une pendule, hein, comme diraient certains. Quand même, moi, ça me fausse les stats, donc j'aime pas. J'aime pas, ça m'énerve tout simplement. Enfin bref, tout ce caca nerveux pour finalement aboutir à l'essentiel, c'est-à-dire moi déjà. Non, je veux dire les stats, évidemment les stats, qu'on regarde en détail. Mis à part cela, il y a eu quand même quelques coachs qu'il faut mettre en avant, de valeureux guerriers, hein, et pour certains surprenants, très surprenants, qui réalisent un carton plein sur les 3 journées écoulées. Parmi ceux-ci, comment ne pas citer Nick Appel propre, hein, évidemment. Ils impressionnent toujours autant avec leurs 3 victoires en 3 journées et même une quatrième qui rajoute en J9. En fait, sur les 3 journées qu'on va analyser, ils font 7-1 en termes de touchdown. Euh, Tout simplement, ils défouraillent tout. Ils sont évidemment non seulement invaincus, mais ils ont tout gagné. Ils font carton plein. Bravo les gars. Bon, je sais pas comment vous faites, mais à chaque fois que vous jouez tous les deux, il y a une faille spatio-temporelle qui se crée et qui fait que vous gagnez tous les matchs. Bravo les gars. Il n'y a rien à dire. Mais d'autres coachs font aussi bien que Nick Apple le propre, tout simplement, par exemple, Oon et Funny Valentine, avec leurs elfes noirs. Rappelez-vous, Oon et Funny sont partis avec une équipe sans reroll, zéro reroll, et malgré tout, ils dégomment tout. Ils cumulent à 22 points désormais à l'issue de la 8e journée. Ils font un carton plein, notamment sur les 3 journées qu'on analyse. Monstrueux, tout simplement. Les gars partent à zéro reroll et ils gagnent quasiment tout. Incroyable. Alors, un petit rookie ou quasi-rookie est à mettre en avant aussi, Galadjin. Galadjin, pour sa première saison pleine à la Lutèce, le petit Gala nous impressionne. Honnêtement, moi, il m'impressionne par sa régularité et son flegme dans le jeu. Même si, au final, il a perdu la 9e journée. On le sait déjà, hein, il a cartonné sur tout le reste, à tel point qu'il a déjà 21 points. Il est quasiment playoffable, donc bravo à lui. Également, chapeau bas Galadjin, magnifique. Et puis parlons un peu d'Alaric. Alaric est désormais, était en tout cas à l'issue de la 8e journée, à 6 victoires de rang, les gars. 6 victoires. 3 victoires durant les 3 dernières journées. Et de belles victoires en plus. Si vous regardez contre les adversaires contre qui il a joué, c'était magnifique. Dire qu'il sauve l'honneur du roster humain, c'est même pas galvaudé. En fait, il n'y a que lui. Les deux autres sont sous l'eau. Les deux autres humains sont sous l'eau. C'est lui qui sauve le roster humain.
Il peut même croire en une qualification en play-off. Malheureusement, il a perdu en 9e journée, mais il avait un démarrage totalement foiré. Et là, ce qu'il réalise, en tout cas entre la J6 et la J8, c'est totalement inespéré pour lui. Et c'est possible finalement qu'on ait un humain en play-off cette année. Enfin, parmi ceux qui cartonnent, comment ne pas citer Ashram. Ashram, faut le féliciter, parce que c'est grâce à lui que le Renégat existe en réalité dans ce championnat. Hein. 3 belles victoires, mais surtout 7 touchdowns à 1, avec notamment un incroyable 4-1 face à Crouch sous la canicule. Alors en plus, il rajoute une victoire en 9e journée. Non, il n'y a pas à dire. Certains ont vraiment l'air de pas jouer au même jeu que la triste plèbe lutétienne que nous sommes. Bravo monsieur, chapeau bas également à Ashram. Alors s'il y en a un à mettre en avant, s'il y en a un qui sort du lot par rapport à ses petits copains, c'est évidemment ma Big Burger lui-même. 7 points en 3 journées, du jamais vu pour lui tout simplement, et ce alors même qu'il pointait à 0 points à l'issue de la 5e journée. C'est le jour et la nuit pour ma Big Burger, entre le premier et le deuxième tiers de la saison. On dirait qu'il s'est vraiment réveillé là depuis la J6, qu'il a peut-être enfin compris comment jouer Slan, hein, déjà c'est beaucoup. Donc il est invaincu, il est pour l'instant invaincu entre la J6 et la J8. Sur le deuxième tiers, il est invaincu. Même en J9, il réalise un match nul contre Wallord. Et en fait, surtout, c'est ça qui est incroyable, c'est lui qui sauve les performances des Slans sur le deuxième tiers de la saison. C'est ça qu'il veut se dire. C'était le cancre en début de saison, et là c'est le sauveur. Parce que ses copains grenouilles, ils font un peu la gueule en vrai, on verra ça plus tard. Et le premier qui fait la gueule, c'est évidemment SSB. Qu'est-ce qui se passe avec le champion? C'est l'effet inverse de MBB. SSB d'un côté, MBB de l'autre. Tu savais, ils se croisent les mecs sans jamais se jouer. SSB, c'est 5 victoires sur les 5 premiers matchs de la saison. Et là, c'est 3 défaites entre la J6 et la J8, à quoi il rajoute une 4e défaite en J9. 4 défaites de rang après 5 victoires de rang sur le premier tiers de la saison. 0 points donc en 4 matchs. Il est en fond du trou, notre champion. C'est triste. C'était prévisible pour ce roster. J'avais dit attention SSB. Au regard de l'adversité, attention. Mais c'est triste quand même pour lui. Honnêtement, c'est très triste. Un champion aussi bas dans les stats, ça fait de la peine. Ça fait mal au cœur. Alors l'autre coach qui déchante après des superbes débuts, c'est le rookie Wallord. 3 défaites de rang alors qu'il avait chopé pas moins de 9 points sur le début du championnat. Ça commence à faire très mal pour le New Boy. Il risque tout simplement de voir les portes des playoffs lui claquer au nez. Hein. Surtout que sa fin de saison s'annonce très compliquée pour lui et pour le roster Orc. Hein. On sait très bien que le roster Orc a beaucoup plus de mal sur la fin de saison qu'en début de saison. Donc ça sent pas bon du tout pour Wallord. Même s'il réalise un match nul en 9e journée, ça sent vraiment pas bon pour Wallord alors qu'il était playoffable à l'issue de la 5e journée. 4 autres coachs sont dans le très dur, hein, mais on s'y attendait clairement. Ils continuent sur leur mauvaise lancée du début de saison. Il s'agit de Johnny Velociraptor, Yeti également, Aplo et Courchevel. 3 défaites pour ces 4 coachs-là entre la J6 et la J8. Et le fond du classement qui se rapproche inexorablement. Inexorablement. Et certains l'ont déjà atteint, comme Johnny, hein, tout simplement. Donc ça va être très compliqué pour ces coachs de décoller du fond. Moi, je leur souhaite juste de persévérer pour bien préparer une belle équipe pour la Chocolate. En fait, rien n'est perdu, les gars. En Chocolate, rien n'est perdu. Parfois, on peut réaliser une saison catastrophique et gagner la Chocolate. Hein, je sais de quoi je parle. Hein. Suivez le guide. Hein. Il vous parle, le guide. Hein. Donc, perdez pas espoir, hein, tout simplement. Non, par contre, il y en a un dont il faut parler. Qu'est-ce qui se passe avec le Doc? Le Doc Grodznik, c'était 13 points à l'issue de la 5e journée du championnat. Et là, c'est la panne totale, la panne sèche. Il est plus là, il est dans le désert. Le coup de circuit, le coup de jus. 1 point pris sur les 3 dernières journées, et même les 4 dernières journées. Et surtout, 0 touchdown marqué. 1 point et 0 touchdown marqué. Incroyable, énorme. On aurait dit que c'est le cousin, vous savez, le cousin brésilien du Doc qui est venu de je sais pas quelle équipe du fin fond du championnat brésilien. Et en fait, c'est le cousin de Juninho, quoi. C'est le cousin du Doc. On dirait que c'est pas le même, sincèrement.
Alors, si, il y a peut-être une explication en réalité. Regardez-moi ça, il avait pris un Minotaur, il a engagé le Minotaur le 2, le 2 décembre, donc c'était à peu près en 6e journée. Et ben depuis voilà, il est au fond du trou, à tel point qu'il l'a même viré. Hein. Le joueur a été viré de l'équipe. Ouais, c'est peut-être mieux pour le doc. En réalité, le Minotaur dans une équipe nain du chaos, je suis pas sûr que ce soit vraiment optimisé ou optimal. Ou alors on le prend en début de saison, on joue avec. Mais honnêtement, je ne suis pas certain. Du coup, le doc a bien fait de le virer en réalité. Alors curieusement, très curieusement, dans cette enfilade de foirage, je ne cite pas nos chers Buckler et Yaouch. Et non, allez savoir ce qui s'est passé, mais ils ont enfin trouvé les clés pour démarrer le moteur de leur équipe. Miracle, on va dire. Le miracle, c'est peut-être ça le fameux miracle de Noël en réalité. Alors ok, on s'emballe pas, c'est un démarrage en douceur sur le deuxième tiers de la saison, mais quoi qu'il en soit, sur les 3 journées entre la J6 et la J8, ils étaient invaincus. 3 journées en étant invaincus, c'est incroyable. Bon, évidemment, ils se cagodent en 9e journée, mais l'adversité, on va dire, était quand même importante. Donc voilà, bravo à eux aussi. C'est du quasi-miracle, voire du miracle. Donc on s'y attendait pas, honnêtement, on s'y attendait pas. Bref, ce petit panorama de la forme individuelle des coachs étant fait, intéressons-nous maintenant à l'essentiel, à savoir les stats naturellement. On veut des stats, je vous entends hurler de loin, on veut des stats. Alors, comme je suis magnanime et bon et gentil, je vais vous en donner des stats, moi. Je vais vous en donner, vous allez voir. Attention, asseyez-vous bien dans votre fauteuil, bien confortablement. C'est parti pour les stats générales. Allez, zou. Et au niveau des stats, commençons par le commencement, ce qui nous intéresse le plus, à savoir les touchdowns marqués. Et là, bravo les amis, moi franchement je vous dis bravo, félicitations, on est sur la bonne voie. Je vous dis on est sur la bonne voie, la voie de la rédemption, on est sur la voie de l'embut adverse et j'espère qu'on va y arriver à fond les ballons. 72 touchdowns marqués en J6, puis 70 et 70 en J7 et J8. Moi je dis vraiment c'est top. Top. En vrai, durant le premier tiers de la saison, il n'y a eu que la deuxième journée où nous avons dépassé les 70 touchdowns. À part ça, ça tournait autour de 66 touchdowns. Hein. Mais ça y est, on a atteint ce cap, cette barrière fatidique des 70 TD par journée, soit une moyenne de 1,16 touchdowns par match, et par coach évidemment. Et même en J6, on fait 1,2 touchdowns. Alors là, c'est un excellent résultat, donc bravo les gars. Alors le roster qui s'en sort le mieux, en tout cas entre la J6 et la J8 en termes de touchdowns marqués, vous voulez vraiment le savoir, et là c'est une surprise. Attention, accrochez-vous bien, vous êtes sûr de vouloir le savoir, hein, parce que je vous dis, vous êtes pas prêt à l'entendre. Hein. Bon, je vais vous le dire, hein, le roster qui marque le plus de touchdowns sur les 3 dernières journées, bon, ça me fait plaisir, allez, je le dis, c'est roulement de tambour, les renégats du chaos, les gars. Et ouais, les renégats du chaos, qui l'eût cru? On dirait pas comme ça, les renégats, mais c'est 2,33 touchdowns marqués en J6 et en J8. Un petit peu moins en J7. En tout cas, exception faite de la fulgurance des hommes lézards en 7e journée, aucun autre roster ne dépasse 2 touchdowns en moyenne par match. Sauf, évidemment, donc, comme je le disais, les renégats. Et ouais, les renégats, c'est l'alliance de la brutalité bestiale et de l'agilité gracieuse. C'est, en fait, c'est Ashram. Hein. En fait, c'est grâce à lui, hein, tout simplement. Parce que les 2 autres équipes, elles sont un peu menées par des cancres. Hein, et il n'y a pas grand-chose à en tirer. Donc, Ashram, avec des 4-0, des 4-1 ou des 3-0, bah, voilà, il sauve les renégats, quoi. En tout cas, il les met sur le piédestal. Mais les plus mauvais, par contre, là, pour le coup, étonnant aussi, c'est les Minus. Une fois n'est pas coutume, les Minus ont énormément de mal sur le deuxième tiers de la saison. On s'y attendait un petit peu, mais là, ça commence à piquer sévère pour eux. À peine 4 touchdowns de marqués en tout et pour tout, hein, à part les 2 équipes ensemble, 4 touchdowns de marqués sur les 3 journées, donc sur 6 matchs. Hein, donc c'est catastrophique en termes de touchdowns marqués. Alors de l'autre côté de la barrière, à savoir les touchdowns encaissés, au niveau des défenses, forcément on défend moins bien. Hein. Si on marque plus de touchdowns, c'est qu'on en encaisse plus aussi. Donc ça a ses bons côtés, ça veut dire que les matchs sont plus spectaculaires, mais en même temps les capacités moyennes de défense des Lutétiens en prennent un sacré coup dans la tronche.
Donc en réalité, avec les tournois qui vont arriver, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou pas. Mais bon, bref, la meilleure défense actuellement, c'est celle des Nains du Chaos. 0,6 touchdowns d'encaissés par match et par équipe sur les 3 journées écoulées. Et ça, aussi bien en J6, en J7 et en J8. Donc on appelle ça vraiment une régularité impressionnante, puisqu'ils ont une moyenne de 0,6 sur les 3 journées écoulées. Donc énorme défense des Nains du Chaos. On sent que c'est vraiment, ça prouve que c'est vraiment un roster très solide en défense. Et les plus mauvais, bah ouais, c'est encore les Minus qui détrônent même les unis représentés agiles de la place de la passoire. 12 touchdowns encaissés en 6 matchs, c'est très rude pour eux. Ça fait une moyenne de 2 touchdowns pris dans la tranche par match. Et ça annonce vraiment une fin de deuxième moitié de saison très difficile pour eux. Ils vont souffrir, les petits. Moi, je leur dis courage, les gars, courage, parce que il faut quand même redorer un petit peu le blason des Minus, quoi. Mais attention à d'autres rosters qui se cachent un petit peu, mais qu'on voit quand même. Les Elf et les Hommes Lézards, c'est 11 touchdowns encaissés au total. Donc un de moins seulement que les Minus. C'est pas fameux, hein. Alors on savait que les Sauriens étaient dans la difficulté, mais moi je m'attendais pas à une telle baisse de forme de la part des nobles d'Ultuan. Il y a du rififi chez les oreilles pointues, j'ai l'impression, parce qu'ils ont connu des journées très difficiles entre la J6 et la J8, hein. Les O-Elf, ce n'est plus ce que c'était en début de saison. Donc voilà pour les touchdowns. Regardons les passes maintenant. Au niveau des passes, c'est toujours la morne pleine. Rien de nouveau sous le soleil lutétien en somme. On atteint même des profondeurs abyssales rarement atteintes par les lutétiens sur les saisons passées. On a réussi 23, puis 25, puis 21 passes seulement en J6, J7 et J8 respectivement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est dégueulasse. Disons que 25 passes, c'était le plus mauvais résultat durant le premier tiers de la saison. Là, sur le deuxième tiers, c'est la meilleure moyenne, enfin c'est le meilleur résultat sur le deuxième tiers de la saison. Je préfère rien dire parce que je vais m'énerver, donc je préfère fermer ma bouche tout simplement. C'est nul, voilà. Si j'ai un truc à dire, c'est nul. Bon, évidemment, pour le coup, on parlait d'eux tout à l'heure, mais les O-Elf s'amusent toujours autant à jouer à la baballe, mais ça manque d'efficacité, parce que, ok, ils font plein de passes, mais ils marquent pas beaucoup de touchdowns. Et surtout, ils se sont arrêtés de faire des passes en 8e journée. Ils étaient à 3 passes en moyenne en J6 et J7, et ils sont à 0,5 passes en moyenne en J8. Donc ils se sont dit, tiens, on arrête les passes, c'est fini, rideau, on fait plus de passes. Mais bon, ce changement de tactique n'a pas amélioré leur statistique de jeu en termes de touchdown. Donc, qu'ils fassent des passes ou pas, c'est le même résultat, c'est très moyen pour les O-Elf. Ah, je vous fais oublier aussi, on a une nouvelle déviation du ballon lors de la 7e journée. Elle est l'œuvre de Sladmotrtis et Azroag. En réalité, cette année, c'est le monde à l'envers. On a, je crois, de mémoire, 4 déviations, ou 3 déviations et 4 interceptions, alors que l'année dernière, on n'en a fait aucune. Donc, truc de dingue. Bon, ok, encore une fois, l'année dernière, il y avait plein de O-Elf. Mais autant de déviations et d'interceptions déjà en 8 journées, c'est chose incroyable, quasiment du jamais vu à la Lutèce en réalité. Passons à la suite. Et oui, passons à des choses plus réjouissantes, à savoir la violence, les bains de sang et autres joyeusetés naturellement. Et là, je dois avouer que vous m'avez fait plaisir, hein. Immensément plaisir même les gars, parce que je suis un gros vicelard déjà, et je suis très content de toute cette hémoglobine versée sur les terrains. Et là on explose les records de stats, et surtout on explose les joueurs adverses, et là je suis joie, tout simplement joie et bonheur. 89 sorties OD en J8, ça fait une moyenne de 1,48 par équipe. C'est passable, on va dire que c'est passable. Mais disons que c'était qu'une entrée en matière, un amuse-bouche pour ce qui allait survenir. Et ce qui est survenu, c'est 110 sorties en J7, 1,83 de moyenne par équipe, puis 114 en J8, 1,9 sorties réalisées par équipe en moyenne sur la J8. C'est tout simplement exceptionnel, les gars. Jusque-là, le record était de 101 sorties qu'on a faites en J1, en ouverture de championnat. Là, on l'explose avec 114 sorties. En réalité, avec cette moyenne de 1,9 sorties par équipe et par match, la 8e journée rivalise avec les 3 meilleures journées de l'année dernière. Année dernière qui était déjà exceptionnelle en soi en termes de violence. Et là, franchement, là, je suis choqué. Honnêtement, je suis choqué. Je m'y attendais pas. Après ce que nous avons vécu au premier tiers de la saison, je m'attendais pas à une telle explosion d'hémoglobine de la part des joueurs. Donc, vraiment bravo, chapeau bas là.
Et du coup, quel est le roster qui s'en sort le mieux? Quel est le roster qui fait parler la poudre, on va dire? Eh, c'est les renégats du chaos, évidemment. Eh ouais, c'est comme ça. Ok, cette stat-là, on pouvait s'y attendre. Mais enfin, ça conjure les renégats. Hein. Ça conjure 3,66 sorties en moyenne en J6 et en J7. C'est juste énorme, 3,66 et un peu moins en J7, 2 sorties seulement en moyenne en J7. Mais c'est déjà bien mieux que pas mal d'autres rosters qui se disent costauds ou soi-disant costauds, comme naturellement les unis représentés bagarreurs. Hein. Les gars, je sais pas où vous êtes, c'est de vous que je parle. Hein. Les Kemri, les nains, les Nurgle et les chaotiques, là, c'est zéro ou quasiment zéro pointé en termes de sortie. Il n'y a que Zeiko qui sauve la face, mais sinon c'est que dalle. Hein. C'est que dalle en termes de sortie. En tout cas, par rapport aux Renégats, vous y êtes pas du tout. En face, les OL font vraiment très pâle figure. Eux, ils font 5 sorties en tout et pour tout, en 6 matchs joués. Bon, après, on va dire qu'ils ne comptent pas là-dessus. Ils ne comptent pas sur leur aptitude physique pour gagner, certes, mais à ce rythme-là, ils se sont même fait dépasser par les unis représentés agiles qui font 2 fois plus de sorties que les OL. Les OL font que 5 sorties en tout et pour tout sur les 3 journées dont on parle. C'est vraiment honteux pour les OL. Et en vrai, ceux qui font pas bien non plus, c'est les Minus. Hein. Ils font au total qu'une sortie de plus que le OL, à savoir 6 sorties au total. Une moyenne de 0,5 sorties par équipe et par match, donc pour les Minus. Petite catastrophe pour eux, car en début de saison, ils carburaient carrément à fond la caisse. Et malgré tout, eux, les Minus, pour le coup, ils comptent vraiment sur leur domination physique de leur big guy, parce que c'est un élément important de leur tactique de jeu, surtout pour les ogres de Poire Abricot. Et là, ils y sont pas du tout, et ça sent vraiment pas bon pour les Minus, comme je le disais tout à l'heure. Là où on est moins bon, c'est au niveau des sorties publiques. Fini les journées à 4, 5, 6 sorties par le public. Là, on tourne un maximum de 2 sorties publiques par journée. Au total, hein, je dis bien. Donc c'est vraiment très moyen comme résultat. Pas grand-chose à rajouter en plus. Sinon que les nécros déçoivent sur cet aspect-là du jeu, parce que j'espérais qu'avec les loups-garous survitaminés qu'ils ont, avec leur frénésie, ça allait pousser dans le public les joueurs adverses et que le public allait les dégommer. Pas du tout. Ils sont très loin de nos attentes. Pas du tout. Donc aussi bien les loups-garous que le public nécromantique sont vraiment en dessous des attentes, en tout cas de mes attentes à moi. Voilà, tout simplement. Au niveau des sorties subies, vous allez me demander comment ça se fait qu'on en a autant de sorties subies sur les 3 journées écoulées. Hein. C'est ce que vous allez me dire, hein, c'est ce que vous allez me demander. Hein. Je suis sûr, allez, je vous écoute. Allez, demandez-le-moi. Allez, demandez-le-moi. Non, mais parce que sur les sorties subies, c'est carrément l'apocalypse, les gars. Si la journée 6 était plutôt une journée moyenne, avec 102 sorties subies au total, 1,7 par équipe. La J6, la J7 et la J8, c'est l'exubérance dans toute sa splendeur. Le vice et la violence des Lutétiens exprimés dans leur forme la plus pure. 127 sorties subies en J7, soit 2,11 en moyenne par coach, et 137 en J8, 2,28 sorties subies en moyenne par équipe. Là, on atteint vraiment des moyennes très raisonnables, magnifiques, en tout cas comparé à la saison passée, à ceci près que l'année dernière, il y avait beaucoup plus de minus. Il y avait beaucoup plus de minus, et là, on n'en a que 2, et malgré tout, on fait 137 sorties, 2,28 en moyenne en J8. Donc continuez comme ça les copains, parce que là, vraiment, vous me faites plaisir. Alors, dans cette mêlée sanglante du milieu de terrain des stades lutétiens, quel est le roster qui s'en sort le mieux? Eh bien, c'est encore une fois les renégats du chaos. Que voulez-vous que je vous dise? Une sortie subie à peine en moyenne par les renégats, c'est très loin devant les autres rosters, même devant les orques, même devant les nains du chaos. Quand je vous disais que les renégats revenaient comme des bourrins, en voici la preuve. C'est vraiment le roster en forme sur les 3 journées écoulées. Par contre, c'est la douche froide pour les unis représentés agiles. Certes, ils ne sont pas connus pour leur résistance, mais malgré tout, une moyenne qui dépasse 3 sorties subies par match sur les 3 dernières journées, ça fait quand même tâche. Tâche de sang, ouais, mais ça fait tâche quand même. Bon, ok, d'accord. Dans le lot, il y a les bas-fonds avec leur snotling, avec leur ribombelle de snotling. Donc, forcément, il faut un peu les stats. Ceci explique certainement cette moyenne pas bonne, je vous l'accorde. Mais bon, ça fait quand même beaucoup. Surtout pour les elfes pro, parce que eux, ils en prennent également 3 ou presque 3 en moyenne par match, donc c'est vraiment catastrophique en réalité pour les elfes pro.
Parce que bon, les bas-fonds, c'est un peu moins dur pour eux s'ils se font sortir quelques snotlings, on est d'accord. À noter quand même, point important, la 8e journée chez les O-Elf était horrible. 6,5 sorties subies en moyenne par les équipes O-Elf. 6,5 en J8. C'est juste monstrueux. C'était moche du côté de Martini et Louis X d'un côté et du côté de Nico de l'autre. Ils se sont fait laver, mais vraiment à l'eau de javel par les adversaires. C'était moche à voir. Effectivement, les O-Elf sont vraiment dans le creux de la vague et 6,5 sorties en moyenne sur une journée, c'est vraiment catastrophique. Alors, toute cette analyse m'amène à quoi ? Eh bien, à votre question de tout à l'heure. Rappelez-vous, souvenez-vous, vous me demandiez comment ça se faisait qu'on avait autant de sorties subies. Eh bien, la réponse est toute simple, les agressions. Non, mais parce que là, vous vous êtes lâchés, les gars. Vous avez lâché la bride à vos pulsions les plus extrêmes, à vos vices vraiment salaces et dégoûtants. Bref, les gars, vous me dégoûtez. Mais vous me dégoûtez, mais comme pas possible. En réalité, je me dégoûte moi-même. Je me dégoûte, quoi. Parce que là, les agressions ont atteint un niveau extrême, avec respectivement 11 agressions, puis 15, puis 21 agressions ont réussi entre la J6 et la J8. Énorme. Nous avons déjà eu une J4 avec 18 agressions, c'était le max. Mais sur le début de saison, on tournait autour de 11 agressions à peu près là. Et là, on crève les plafonds avec une J8. C'est vraiment la foire à la saucisse, comme dirait SSB. C'est la foire à la saucisse par ici. La J8, c'est 0,35 agressions en moyenne par équipe sur cette seule journée. Je ne sais pas si on se rend compte, par équipe, ça fait une agression réussie tous les 3 matchs en réalité, même mieux que tous les 3 matchs. Et si on compare à l'année dernière, cette J8, c'est dans le top 5 des meilleures journées ou des journées les plus agressives qu'on a eu l'année dernière. Sachant qu'encore une fois, que l'année dernière, il y avait 6 équipes minus. Et là, il n'y en a que 2. Donc c'est vraiment énorme comme perf en J8. Alors, étrangement ou pas d'ailleurs, les 2 rosters qui se démarquent en ce début de deuxième tiers de la saison, c'est les Skaven, avec 12 agressions au total pour 6 équipes jouées, mais surtout les morts-vivants, avec également 12 agressions réussies, mais avec 5 équipes qui ont été draftées seulement. Et naturellement, la performance à mettre en avant, c'est celle de Bosk, qui dégomme tout actuellement sur son passage et qui revient peu à peu sur Imuzerg. Bosk, c'est 7 agressions réussies en 3 journées. Entre la J6 et G8, c'est 7 agressions réussies. Et Imuzerg n'est que à 4 pour le moment. Et pour le coup, les rosters les plus agressés, c'est les O-Elf et les unireprésentés polyvalents. Ils ont une moyenne de 0,83 agressions subies par match et par équipe. Ça pique sévère. Ça pique sévère pour eux. Forcément, des armures assez légères et des équipes agiles. On a envie de les cramponner un peu. Et forcément, les coachs y arrivent. Assez facilement, en vrai. Presque une agression subie par équipe, presque une par équipe et par match sur les 3 journées écoulées. Alors, au regard de toutes ces statistiques sanglantes, le facteur de violence a évidemment littéralement explosé. 101 points en J6, c'était pas fameux à vrai dire. Une moyenne très basse par rapport au début de saison. 1,68 points alors que nous étions sur le premier tiers de la saison à 1,74 points de facteur de violence. Mais la J7 et la J8, les gars, là, c'était incroyable. 127 points de facteur de violence en J7, 2,11 points en moyenne par équipe et par match, et 136 points en J8, 2,26 en moyenne. 2,26 en moyenne par équipe et par match sur la J8. En réalité, on n'est plus très loin des meilleures performances par journée de la saison passée. Et on a enfin dépassé la moyenne générale de 2,18 points de facteur de violence de l'année dernière. L'année dernière, là, encore une fois, la moyenne générale était à 2,18, alors qu'il y avait des minus, encore une fois. Et là, on l'a dépassé, on est à 2,26 sur la J8. Donc vraiment, encore une fois, extraordinaire, journée extraordinaire que cette J8. Alors au niveau de la bagarre, au niveau du facteur de violence, le roster qui s'en sort le mieux, vous y attendez forcément, c'est les renégats du chaos, encore une fois. Et ouais, malgré tous les efforts de Bosk, les autres coachs moins vivants font baisser la moyenne parce qu'eux, ils n'y arrivent pas. Et il en est de même pour Mamet qui a une très belle moyenne individuelle, mais les autres coachs orcs
lui baisse sa moyenne, en tout cas la moyenne du roster orc. Ils ont du mal à imiter Mamet et forcément leur moyenne baisse, c'est celle par le coup qui explose, c'est celle des renégats du chaos. Les renégats avec 3,55 points en moyenne par journée et par équipe contre 2,73 pour les morts-vivants et 2,77 pour les peaux vertes, pour les orques. Ils défoncent tout, hein. Ils sont au-delà des stats par rapport aux autres rosters. Il n'y a rien à faire les gars. Pour le moment, les renégats, c'est les plus violents, les plus féroces dans le Destruction Derby. Et les morts-vivants et les orques ont du mal à rivaliser. En tout cas, si on parle des rosters en général. Et les moins bons, évidemment, c'est pas les unis représentés agiles, hein, non, c'est bien les Slann. Et ouais, moyenne plus que famélique pour les Batraciens, 1,13 destructions adverses par match et par équipe, alors que les unis représentés agiles sont à 2 points E, parce qu'ils agressent un petit peu. D'ailleurs, ça se ressent sur les résultats des Slann. Hein. Les Slann semblent avoir quand même un petit peu perdu, même beaucoup perdu de leur superbe sur le deuxième tiers de la saison. On va en parler plus en détail de la perf des Slann dans la seconde partie de la vidéo. Attendez un petit peu. Tout vient à point qu'est de la viande rouge, comme le dit la fameuse expression du Béarn. Hein. Sauce béarnaise, tout ça, vous m'avez compris. Bon, bref, passons à la suite, les gars. La suite, c'est le public. Et donc là, au niveau du public, forcément, ça monte toujours, ça grimpe toujours. La moyenne du début de championnat, je rappelle, était de 4760 supporters par équipe et par match. Et là, on la dépasse allègrement avec 5116 supporters en moyenne en J6 et en J7. Et on connaît un vrai gain de popularité avec la J8, avec une moyenne de 5433 supporters par équipe. Donc on défonce littéralement le stade de l'année dernière où la moyenne générale était de 5204 supporters par équipe et par match. Même si nous avons commencé à enregistrer des moyennes dépassant les 5500 supporters à compter de la J9. Donc on verra si sur la journée prochaine, on va dépasser cette moyenne de 5500 supporters qu'on avait atteint en J9 de l'année dernière. Là, on a en J8 une magnifique moyenne, donc je le répète, de 5433 supporters. On y est presque à 5005, on va voir si on va l'atteindre, comme l'année dernière en J9. Alors pour le coup, le roster le plus populaire sur le début du deuxième tiers, hein, sur les 3 journées écoulées, ce n'est plus, en tout cas, celui des morts-vivants, puisqu'ils se font voler la vedette, encore une fois, par ces dames des Amazones, et ouais, qui réalisent une excellente moyenne de 6800 supporters par match et par équipe, contre seulement 6066 par match pour les morts-vivants. Donc, toujours à l'affût les morts-vivants, mais jamais les premiers. Hein. Marseille, c'est toujours les premiers. Jamais les premiers. Les morts-vivants, c'est jamais les premiers, tout simplement. Ça doit être rageant pour eux. Hein. Ça doit être vraiment rageant. A l'inverse, les unis représentés agiles ne semblent intéresser personne, ou presque. 3000 supporters en moyenne par équipe et par match pour les elfes pro et les bas-fonds. Ça fait plus que 2 fois moins. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais ça fait plus que 2 fois moins que les Amazones, quoi. Les Amazones, c'est 6800 supporters en moyenne par équipe et par match. Les bas-fonds et les elfes pro, c'est 3000. C'est catastrophique. Personne, ils intéressent personne, ou presque. Ils ont un petit peu de supporters, on dirait une nationale face à la Ligue des Champions, quoi. Bref, au niveau des gains maintenant, en ce qui concerne les gains, évidemment, avec l'abandon qu'on a vécu donc en 7e journée, la 7e journée était un peu moins prolifique en termes de sous, hein, de pépettes, hein, et ça fait baisser la moyenne générale. Il faut le prendre en compte, mais quoi qu'il en soit, les performances sont là au niveau des sous, avec des magnifiques cagnottes de 63 166 pièces d'or en J6, 62 166 pièces d'or en J7, et enfin carrément 66 333 pièces d'or en J8. C'est forcément mieux que la moyenne du début de saison, qui était déjà belle, à 58 766 pièces d'or par match pour nos équipes. Autant dire tout de suite, il n'y a eu que 5 journées de la saison passée qui ont fait mieux que la J8 de cette saison. Et il y en avait 4 de ces 5 journées qui étaient en 3e tiers de la compétition. Donc sur la fin de la compétition, où effectivement on gagne plus de sous parce qu'on a des plus belles équipes et qu'on a plus de popularité. Donc on peut se féliciter de ce chiffre d'affaires qui est, comme vous le savez, l'indicateur majeur de la bonne santé d'une entreprise. Et ouais, nos petites équipes à nous, nos petits effectifs, c'est nos petites entreprises à nous. Et il faut en prendre soin. Et la première chose pour en prendre soin, c'est gagner plein de sous, plein de pépettes.
Et au niveau économique, un seul roster domine pour l'instant les débats sur le début et le milieu du deuxième tiers de la saison, et ce sont une nouvelle fois les Amazones. Et oui, ces dames ramassent 73 000 pièces d'or en moyenne par équipe et par match. 73 000 pièces d'or, c'est de très loin le meilleur chiffre d'affaires moyen de la saison. Forcément, vous allez me dire, des bombasses légèrement vêtues qui courent sur un terrain de Blood Bowl, ça attire les foulées sponsors. Hein. Je vous jure, les gars, il n'y a pas de justice dans ce bas monde, il n'y a pas de justice, quoi. Moi, ça me dégoûte. Non mais parce que prenez des petits joueurs barbus, un peu ventrus, voilà, avec des bajoux, ou des grands guerriers tout pourris qui puent, ou des mecs avec des cornes, ou encore des squelettes, des sables ambulants. Ouais, c'est de vous que je parle, les unis représentés bagarreurs. Bah eux, ils réalisent une moyenne catastrophique de 51 250 pièces d'or en moyenne par équipe et par match. C'est pas honteux ça, les gars? C'est pas honteux une telle différence de traitement? Elle est où l'égalité dans la grille des gains, quoi? Qu'est-ce qu'ils en disent de ça, hein, les joueurs de tennis, hein? Ah là, Aaron Sanchez, là, on l'entend plus, hein, on l'entend plus le gueuler, hein. Ça y est, elle est plus là, celle-là. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette, moi j'ai pas d'oreillette, hein, mais on me dit dans l'oreillette que cette mauvaise moyenne, c'est notamment à cause de l'abandon, et surtout à cause de l'abandon par les nains en 7e journée. Ouais, enfin, excuse bidon, hein. Pour moi c'est une excuse bidon, hein. Franchement, moi je demande égalité salariale pour tous les rosters, un point c'est tout. Comme je disais, mon idée d'une cagnotte spéciale pour les rosters mal en point, avec un pourcentage de gains prélevés sur chacun des rosters qui va à un pool de solidarité pour les équipes faiblement outillées. Pensez-y, hein, c'est peut-être pas une mauvaise chance. Pensez-y, parce qu'il y en a, ils profitent, ils se gavent sur le dos de la bête, alors que d'autres crèvent la faim. Hein. Bon, on va arrêter de jouer les syndicalistes. On va passer à l'essentiel, à savoir les points d'expérience. Et pour le coup, au niveau des XP, j'avoue, vous m'avez fait plaisir. À l'instar des autres stats, celle de l'expérience gagnée démarre très doucement en J6, mais elle est déjà très belle par rapport au début de saison. Et ensuite, vraiment, elle prend son envol et elle ne s'arrête plus. 10,98 XP en moyenne de gagner lors de la J6 par équipe, puis c'est 11,55 en J7, et ce malgré l'abandon enregistré par une des équipes qui gagne du coup pas d'XP, et enfin 11,66 XP en J8. Jusque-là, on n'avait pas fait mieux que 11,33 XP en moyenne lors de la J1 en ouverture de saison. Après, on était à moins de 11 XP par équipe et par match. Et là, ça remonte vraiment en flèche, on finit à 11,66 XP par équipe et par match en J8. Et en réalité, 11,66 XP par équipe et par match, c'est mieux, à peine, mais c'est mieux que la moyenne du deuxième tiers de la saison de l'année dernière, où on était à 11,64 XP par équipe et par match. Là, on est sur de la bonne stat parce qu'encore une fois, je répète, l'année dernière, il y avait quand même pas mal de minus, donc à qui on mettait plein de beignes et plein de sorties. Et en fait, on réalisait beaucoup d'XP comme ça. Et là, 11,66, ça montre la bonne santé de nos équipes. On n'est plus très loin de la moyenne générale de la saison passée et de ces 11,75 XP par équipe et par match. Vraiment, on n'y est plus très loin. Donc, allez, courage les gars, on va y arriver. Pour moi, ça me ravit parce que on voit que ça monte en flèche et que ça promet une fin de deuxième tiers et un début de troisième tiers extraordinaire. Surtout, on va peut-être enfin voir surgir des stars sur les terrains. Alors, ok, c'est trop tard pour voir naître un Mère Access, mais on aura peut-être 2-3 belles stars qui vont surgir dans les effectifs des Lutétiens. On aura peut-être quelque chose à se mettre sous la dent pour les playoffs, avec des joueurs magnifiques qui vont nous faire des exploits, qui vont nous faire rêver. Moi, j'y crois. J'ai envie d'avoir des étoiles dans les yeux. J'ai envie que les Lutétiens et leurs petits protégés nous mettent plein d'étoiles dans les yeux. Alors, bon, on n'aura clairement pas un Mère Access, mais on peut avoir quelques petites stars qui vont surgir. On verra ça de toute façon à l'issue de la 10e journée, si on a des petites stars qui ont parfait. Alors, en termes d'XP, quel est le meilleur roster? On parlait des rosters. Quel est le meilleur roster? Quel est le roster le plus expérimenté sur les 3 dernières journées? Ben ouais, mais vous y attendiez, les renégats du chaos, le pack du chaos, ils sont là, ils représentent. Qui l'eût cru, les gars? Qui l'eût cru? Mais 15,88 XP par équipe et par match sur les 3 journées écoulées. C'est juste 4 points de plus de moyenne que tous les autres rosters. 4 points de plus. En réalité, c'est comme si je vous disais que les renégats du chaos entre la J6 et la J8 gagnaient un JPV de plus que toutes les autres équipes, tout simplement.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est juste énorme qu'on perf. C'est énorme comme on a perfé, nous, les renégats du chaos. Même les Skaven font pas le figure avec leur pauvre 13,5 XP en moyenne par équipe et par match. C'est ridicule, les Skaven, par rapport aux renégats. 15,88 pour les renégats par équipe et par match. Mais ce qu'il y a surtout à retenir, à l'inverse, le revers de la médaille, c'est les minus, bien évidemment. Les minus, c'est la déchéance. 8,16 XP en moyenne sur les 3 journées écoulées. Les belles journées 1 à 5 où ils tournaient à 13,5 XP en moyenne par équipe et par match sont très loin derrière. On oublie les belles performances, place à la grisaille pour les minus, la routine du quotidien. Et le quotidien, c'est évidemment que des défaites ou presque. Mais on va en parler tout de suite après. Enfin, voilà pour les stats générales. S'il n'y avait qu'une chose à retenir, c'est celle que ce début et milieu du deuxième tiers de la saison, moi, c'est mes espoirs retrouvés, voilà, tout simplement. On a vécu un début de saison très morose, ne nous le cachons pas. Les Lutétiens, là, ils se sont relancés, ils ont enfin embrayé la seconde et j'espère qu'ils vont garder le rythme pour mettre la 3e puis la 4e vitesse. Parce que voilà, nous, on veut, encore une fois, on veut que vous nous mettiez des étoiles dans les yeux. Et quand je vois certains scores sur les journées écoulées, j'ai aucun doute sur le fait que vous allez y arriver, qu'on va vivre encore plein de journées magnifiques. Mais pourquoi on veut tout ça? Tout simplement parce que si vous marquez plein de touchdowns et que vous faites plein d'expérience, c'est que vous faites mal à l'adversaire. Et nous, c'est ce qu'on veut voir, parce qu'en vrai, on est des petits pervers. Ce qu'on aime, c'est voir souffrir les autres. C'est ça qu'on veut, c'est les entendre couiner. Vous savez, comme le petit cochon là qui couine là. Couille. C'est ça qu'on veut entendre chez l'adversaire, parce qu'on est vraiment des petits vicelards. Et ça à nous faire couiner les autres, on sait le faire. La lutesse, c'est le faire. Et c'est ça qu'on veut voir. Bon, allez, passons tout de suite à la forme et à la méforme des rosters. Alors, une fois n'est pas coutume, commençons par les rosters en méforme. C'est ce qui vous intéresse, comme je disais, c'est ce qui vous intéresse le plus, bande de petits sagouins. Ce qui vous intéresse, c'est qui s'est indubitablement foiré. C'est ça, les pervers, sérieux, les bandes de pervers. Enfin, je me mets dedans, évidemment. Alors, parmi les rosters en méforme, il faut parler évidemment des minus. C'est les premières victimes du tournant de la saison, c'est eux. J'en parlais à l'instant, c'est le jour et la nuit pour les minus entre le premier tiers et le deuxième tiers de la saison. Ils tournaient à une moyenne de 1,3 points par match sur les 5 premiers matchs. Là, ils sont à 4 points au total sur les 6 matchs joués. Sur ces 3 dernières journées naturellement. Donc ça fait une moyenne de 0,66 points par match, tout simplement. C'est catastrophique. Et ce qui est catastrophique, au-delà de cette moyenne, c'est tous les autres stats. On sait très bien la bonne forme des minus, dû surtout aux performances incroyables de Poire Abricot. Ça ne pouvait pas durer éternellement. Là, voilà, ça c'est fini. Là, ça devient très compliqué pour eux. Et franchement, je crains le pire dans les journées à venir. Regardez par vous-même, je vous l'affiche sur le tableau. 4 touchdowns de marqués seulement en 3 journées. C'est encore une fois 0,66 de moyenne, comme le nombre de points. C'est le nombre de touchdowns, la moyenne est pareille. Dans le même temps, ils encaissent 2 touchdowns par équipe et par match, en moyenne, 2, alors qu'ils marquent 0,66 touchdowns par équipe et par match. Ils subissent par ailleurs 4 sorties en moyenne par rencontre. À l'inverse, ils n'en font que 1 en moyenne eux-mêmes, donc 1 à 4 en termes de sorties. Et surtout, sur les 3 journées dont on parle, entre la J6 et la J8, ils font 0 agression. Bulle au niveau des agressions, ça c'est pas possible, on veut plus voir ça. Bon, les minus, attendez la J11 peut-être pour commencer à agresser. Je dis ça, je dis rien. Courchevel, sans toi viser naturellement. Tu vois ce que je veux dire. Bref, ce faible nombre de sorties par rapport aux sorties, surtout sorties prises et par rapport aux agressions, c'est pas bon, ça sent pas bon pour les minus. Malgré tout, leur jeu est quand même basé sur les coups bas et l'impact physique que peuvent mettre leurs big guys. Et dans ces conditions, avec ces stats-là, ça peut pas fonctionner. On le voit dans le résultat, encore une fois, comme je disais, 4 points pris seulement sur 18 possibles. Alors si Poire Abricot fait un petit peu encore une illusion et navigue dans les places basses des playoffs, en tout cas il est très proche de la zone de playoffs, Courchevel, lui, c'est définitivement cuit pour lui et il lorgne dangereusement la dernière place et surtout sa fin de saison risque d'être très compliquée pour lui. Et puis encore une fois, la mauvaise passe se voit surtout par le nombre ridicule de points d'expérience gagnés par les deux équipes.
Avant, sur le premier tiers, ils avaient une moyenne de 13,5 XP par équipé par match. Là, ils sont à 8,16. Ça fait 5 points de moins. Plus presque 5 points et demi de moins par rapport au premier tiers de la saison. Et là, ça explique tout de suite, ça me démontre tout de suite que les minus sont dans le dur. Et moi, j'ai l'impression que malgré tout, malheureusement, ils vont le rester. Donc courage les gars, surtout courage à Courchevel pour essayer d'avoir une équipe un peu potable pour la chocolate. Et pour Harry Bricon, on va voir s'il arrive à se qualifier en play-off. Mais comme ça, je dirais, on verra sur les journées à venir. Comme ça, je dirais, ça sent pas bon pour eux. Par contre, les Minus, c'est pas les plus mal lotis parce que avec ce qui va arriver là, les perfs des Minus, c'est de la gnognotte. Honnêtement, je vous dis, c'est de la chochotte. Parce que voici qu'arrivent les unis représentés agiles. Ouais, vous avez compris, les elfes pro et les bas-fonds sont en dessous de tout sur le début et la moitié du deuxième tiers de la saison. Quel adjectif pourrais-je employer qui pourrait être encore plus parlant? Franchement, ça ne sert à rien d'en faire trop. Vous me connaissez, je ne suis que sobriété et tempérance. Je vais juste dire, c'est nul. Voilà, c'est nul. Bon, voilà, les unis représentés agiles, c'est 2 points. 2 points au total sur les 6 matchs écoulés. 2 points. C'est 0,33 points en moyenne par équipe et par match. Qui dit pire? Je crois que personne n'a fait pire. Pixman et Yeti, ils n'y arrivent tout simplement pas cette année. C'est trop triste, mais c'est comme ça. J'avais prévenu dès l'ouverture du championnat que ça allait être bien ardu pour eux, mais j'imaginais pas une telle débâcle, une telle catastrophe. Sincèrement, je ne l'imaginais pas. Même sur les attaques, qui sont normalement le point fort des équipes agiles. Il y a agile dans le nom, hein. Agile, hein, vous avez compris. Esquive, tac-tac, passe, course rapide, etc. Même là, ils n'y arrivent pas. Même là, les elfes pro et les bas-fonds font la gueule avec 0,5 touchdowns de marqués en moyenne par équipe et par match. 0,5 touchdowns, un touchdown tous les 2 matchs, c'est pas digne de ces équipes-là. Surtout que dans le même temps, ils encaissent 1,66 touchdowns par équipe et par match. Plus que 1 touchdown de différence entre les touchdowns marqués et les touchdowns encaissés. Cherchez pas, on comprend tout de suite où se situe le problème, c'est au niveau de l'attaque, tout simplement. À cela s'ajoute la bagatelle de 3,33 sorties en moyenne prises dans la tronche par équipe et par match. On comprend tout de suite pourquoi le public se désintéresse totalement de ce roster, des bas-fonds et des elfes pro, enfin de ces 2 rosters réunis dans les unis représentés agiles, parce que le public, c'est 3000 supporters par équipe et par match en moyenne seulement, comme je le disais tout à l'heure. Non, vraiment, ils sont au fond du trou, n'en jetez pas, la coupe est pleine. On verra à la fin de la 10e journée s'ils ont un petit peu remonté la tête de l'eau, s'ils ont un peu redressé la barre. Mais là, j'ai l'impression que, en parlant de barre, je pense qu'ils sont plutôt mal barrés. C'est très drôle, hein, c'est très drôle. Alors pour la suite, je pourrais évoquer quelques rosters qui ont eu des coups de panne inattendus, des coups de mou. Par exemple, les morts-vivants en 7e journée qui font 4 défaites et une seule victoire. Ou les unis représentés bagarreurs qui saccagent leur 6e journée avec 2 nuls et 2 défaites. Ou encore les Scaven qui perfent mais moins bien que sur le premier tiers de la saison. On pourrait évoquer tout ça, on pourrait évoquer les humains également qui sont maintenus vraiment à flot par les bonnes performances d'Alaric ou les hommes lézards qui n'existent que grâce à Crouch. Je pourrais évoquer tout ça, mais on va laisser ça. On analysera les performances de chaque roster plus en détail sur l'analyse complète du 2e tiers de la saison. Non, parlons vraiment des rosters qui déçoivent, qui font vraiment moins bien là sur les 3 journées écoulées que sur le premier tiers de la saison. Et parmi eux, outre ceux que j'ai cités déjà, il y a les Slans. Et oui, les Slans, c'est pas bon. Pas bon du tout. Alors d'aucuns pourraient dire que j'avais prévenu dès le début de saison, que j'avais visé juste, par mon expérience, par mon aura et ma grâce naturelle, que j'avais bien pronostiqué, que j'avais tout bon, tout simplement, que je suis un grand pronostiqueur, beau gosse, tout ce que vous voulez. D'aucuns pourraient le dire. Mais les Lutétiens ne le diront pas, parce que les Lutétiens, c'est que des jaloux, bande de jaloux. Bon, je rigole, mais il n'empêche que pour les Slans, c'est pas la fête à la grenouille, c'est fini, hein, tout ça. On est bien loin, fini le temps où ils claquaient les fesses à tous leurs adversaires, fini les scores fleuves, même si en réalité la 6e journée était plutôt belle, avec une performance qui atteignait 2 points par match en moyenne, mais ça ne fait que baisser depuis, et baisser vraiment très fort, hein. À tel point que les Slans finissent la 8e journée avec 4 défaites et une petite victoire. Et une victoire de qui ?
Ma Big Burger, évidemment. Et oui, le cancre Slan du premier tiers de la saison et le sauveur, comme je le disais, c'est le sauveur des Slans. Il s'est transformé en sauveur, en super-héros. Il a mis sa cape de super grenouille et son bandeau de tortue ninja. Et le voilà en train de sauver la 8e journée des Slans. Elle est pas belle l'histoire, elle est pas belle la vie. Bah, elle est magnifique, mais quoi qu'il en soit, malgré cette belle performance de ma Big Burger, bah, les autres coach Slan ont des stats catastrophiques. Et celle de SSB, c'est vraiment en dessous de tout, hein. Il avait fait, comme je le disais, carton plein sur le premier tiers de la saison, et là, il fait 3 défaites sur les 3 journées qu'on analyse, et même, on va plus loin, il a fait une 4e défaite en 9e journée. C'est la cata, tout simplement. À peine croyable ce revirement de situation. Euh, Honnêtement, moi je crains même pour sa qualification en playoff. Mais bon, on verra ça à l'issue de la 10e journée. La question, c'est est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont se surpasser pour combattre cette loi des séries, on va dire? Est-ce qu'ils vont renverser les statistiques? Parce que pour l'instant, ceux-ci jouent en leur défaveur. Pour rappel, les Slans, c'était une moyenne de 1,64 points par match sur les 5 premières journées. Et là, on tombe à 1,33 points en 3 journées, les 3 journées écoulées. Et ça diminue encore. Quand on analysera la J9, vous allez voir, ça diminuera encore. Ce sera dans une autre vidéo. C'est 1,48 touchdowns marqués sur le premier tiers de la saison. On passe à 1,06 touchdowns de marqués sur les 3 journées qu'on analyse. C'est surtout 3,4 sorties subies sur la 8e journée en moyenne. C'est même pire que les unions représentées agiles. Bon, vraiment, la 8e journée, c'était la journée de la dèche pour les grenouilles. Fallait pas sortir une grenouille sur les terrains de Blood Bowl, malgré le temps pluvieux à Paris, hein. Alors, si on regarde le fameux tableau de Courchevel, hein, que je vous affiche ici, les Slans passent de 57 points glanés fin J7 à 51% à peine en J8. Ils perdent 7% de points gagnés, de points pris par rapport au nombre total de points qu'ils pouvaient prendre sur 2 journées. Ils sont vraiment, vraiment sur une pente très descendante, sur piste noire à Courchevel, tout simplement. C'est le début de la descente aux enfers, peut-être pour eux, j'en sais rien. À eux de nous prouver que c'est pas le cas. Alors on fera évidemment les comptes à la fin du 2e tiers de la saison, mais ce qui est clair, c'est que si les résultats ne sont globalement pas catastrophiques pour les Slans, ils sont vraiment pas bons du tout. On est très loin de l'effervescence du début de championnat. Pas besoin de rappeler la difficulté qui va croître plus on avancera dans la saison pour les Slans. Donc ce message, c'est un petit message d'alerte pour nos amis, pour nos amis batraciens, pour les coachs qui ont drafté les Slans. Bon, je sais qu'ils n'ont pas besoin de mon rappel pour commencer à s'inquiéter, mais attention à vos fesses, attention à vos cuisses, parce que ça risque de faire très mal d'ici la J15, hein. Vous le savez bien, les gars, vous le savez bien. Bon, voilà un rapide tour d'horizon des rosters pas en forme, même si on fera naturellement, comme je le disais, un point plus global et une analyse plus complète à l'issue de la 10e journée. Regardons maintenant donc les rosters qui performent, les rosters, les gars sûrs, les rosters qui se la pètent, et qui roulent des mécaniques et qui fument des gros cigares en rigolant à la face de tout le monde. Alors, les rosters qui claquent, tout simplement, voilà, qui claquent. Et le premier roster à mettre en avant, vous l'avez compris, j'en ai parlé de long, large et en travers parce que je le joue, c'est évidemment les Renégats du Chaos. Franchement, quelle perf. Moi, je m'y attendais pas du tout. Je suis le premier étonné. Et je pense que mes autres collègues pacteux ou renégats le sont tout autant. Sur les 3 journées écoulées, on réalise des perfs extraordinaires au niveau stats. Bon, ok, c'est dû à 99% grâce aux performances de Ashram. On est d'accord. Au niveau des stats, on est d'accord, c'est grâce à Ashram. Mais les deux autres coachs, en réalité, on ne fait pas tant les boulets que ça à côté de lui. On perf un petit peu, même si, évidemment, à côté de l'aura de Ashram, on n'est rien du tout. On est que de la plèbe, on n'est que des amibes par rapport à Ashram. Mais bon, si on peut un peu profiter de son aura, on va pas s'en priver quand même, hein, faut pas déconner non plus. Et autant vous dire, là, notre aura, elle a piqué sévère sur les 3 journées écoulées. On est les meilleurs marqueurs. Et oui, qui l'eût cru, meilleurs marqueurs sur les 3 journées écoulées avec une moyenne de 1,88 touchdowns de marqués. Et 2e meilleure défense, 0,67 touchdowns d'encaissés par équipe et par match sur les 3 journées jouées. Il n'y a que les nains du chaos qui nous passent devant avec 0,6 de moyenne pour eux. On n'est pas très loin. On est en tout cas à moins de 1 touchdown d'encaissés par équipe et par match sur les 3 journées jouées.
Ajoutons à cela que les Renegats sont pour l'instant les meilleurs sorteurs avec une moyenne de 3,1 sorties réalisées par équipe et par match et l'équipe la plus résistante avec 0,99 sorties subies en moyenne par équipe et par match. On est l'unique roster qui maintient une moyenne inférieure à une sortie subie par équipe et par match entre la J6 et la J8. Faut le mettre en avant ça quand même. Et donc, du coup, les Renegats sont aussi premiers au niveau du facteur de violence. Hein. Donc, facteur de violence, je répète, c'est sortie au dé, sortie sur agression, sortie publique. Et là, on claque une moyenne de 3,55 points de facteur de violence par équipe et par match. 3,55. Énorme, énorme. Et enfin, grâce à ces perfs, on est le roster le plus performant en termes d'XP. On est le roster le plus expérimenté avec 15,88 XP, presque 16 XP par équipe par match. Presque 16 XP alors que la moyenne est à 11,66. Je ne sais pas si on se rend compte. Quoi. C'est incroyable, incroyable. Qui dit mieux? Je pense que des stats comme ça, on verra si on maintient le cap jusqu'à la J10, mais des stats comme ça, on ne va pas en voir souvent, surtout chez les Renegats. Si on prend le tableau de Courchevel, les Renegats du chaos, ils passent d'un score de 38% de points pris sur le total de points possibles à 51%. C'est énorme. Là, on monte en flèche. On est à plus de 10, plus de 10 points, 10% de points pris. On égalise les Slans qui étaient loin devant nous, qui sont tombés. Donc, en fait, les Slans font le chemin inverse des Renegats. Chemin inverse des Renegats du chaos, tout simplement. Bon, je pourrais chanter longtemps les louanges des Renegats du chaos, hein, vraiment, je pourrais en faire une chanson. Mais je pense qu'il est temps de m'arrêter car je commence à vous énerver. Hein. Donc, je ne veux pas vous insupporter, donc on va passer à l'autre roster qui perf, et c'est les Amazones. Ouais, les Amazones, évidemment. Je le présentais, tout le monde le présentait en début d'année. Les Amazones allaient être chiantes. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, bande de misogynes. J'ai pas dit que les nanas étaient chiantes. J'ai juste dit que les Amazones allaient être chiantes à jouer. Et elles le sont clairement, elles sont chiantes. Alors ouais, les Amazones, après un démarrage très en douceur en début de ligue, ça y est, là, c'est bon, elles tournent à plein régime. Et c'est pas dû seulement à la performance exceptionnelle de Nicap et Le Propre, que eux font carton plein sur les 3 journées. Mais non, les autres coachs Amazon s'en sortent excellemment bien également. Ce qui fait que sur les 3 dernières journées, les Amazones tournent à une moyenne de 1,93 points par match pris. Et à l'issue de la 8e journée, elles sont le roster le plus efficace en championnat avec 60% de points pris par rapport au nombre total de points qu'elles pouvaient prendre. Hein. Encore une fois, CF, tableau de Courchevel. Et au niveau des stats, les Amazones se démarquent surtout par l'engouement qu'elles provoquent chez les supporters et l'appétence des sponsors hein, et des financeurs. Normal, vous allez me dire, les Amazones ont des arguments à faire valoir, si vous voyez ce que je veux dire, du côté plastique de la chose. Évidemment, du coup, ça attire les supporters. 6800 supporters par équipe et par match en moyenne dans les stades et 63 000 pièces d'or d'engrangées par journée, par match joué pour les équipes Amazon. Au-delà, c'est surtout leur solidité défensive qu'il faut mettre en avant. Elles ont un excellent ratio de touchdowns marqués par rapport au touchdown pris. Nous sommes à une moyenne de 1,2 touchdowns de marqués, c'est-à-dire une moyenne qui égale celle de l'excellente moyenne de la J8. Les Amazones le font sur les 3 journées écoulées, pas seulement en J8. Et elles encaissent seulement 0,86 touchdowns par équipe et par match. Donc elles sont juste derrière le Renégat, la 3e place en réalité en termes des équipes les plus, en tout cas en termes des défenses les plus solides. Donc oui, les Amazones vont continuer à casser les burnes de pas mal des coachs, c'est évident. Et on risque de voir plusieurs Amazones en playoff, ça c'est également évident. Bon bref, j'arrête de parler shampoing et drainage lymphatique et fringues et on passe aux choses sérieuses quoi. On passe aux petits barbus bien énervés qui sont les nains du chaos. Ouais, les nains du chaos, c'est le 3e roster en forme en ce début et moitié de 2e tiers de la saison. Rappelez-vous, je signalais déjà leur excellente forme au niveau défensif, car oui, les nains du chaos, c'est ce qui se fait de plus solide actuellement au championnat en termes de défense. 0,6 touchdowns d'encaissés en moyenne par match sur les 3 journées écoulées. Personne n'a su faire mieux. En réalité, cette moyenne est juste la meilleure qu'on ait vue depuis très longtemps. C'est simple, aucun roster n'a su faire mieux cette saison que ce que font là actuellement les nains du chaos.
Et même l'année dernière, aucun roster n'a eu une telle efficacité défensive sur plusieurs journées à écouler. Les elfes noirs, mis à part peut-être l'année dernière, ou sur le deuxième tiers de la saison, ils avaient parfait avec une moyenne de 0,5 touchdowns encaissés par équipe et par match sur la totalité du deuxième tiers. C'était les seuls qui ont fait mieux que les nains du chaos aujourd'hui. Mais ça n'avait pas duré, ça avait duré que 5 matchs. Là, les nains du chaos sont partis sur cette belle perf parce que, rappelez-vous, déjà en début de saison, ils avaient également une excellente moyenne inférieure à un touchdown encaissé par équipe et par match. Donc on verra à l'issue de la 10e journée s'ils confirment leur solidité, leur efficacité défensive, s'ils arriveront à tenir cette forme-là. Mais j'ai bien l'impression qu'on est parti sur une perf, je ne vais pas dire légendaire, mais une perf extraordinaire des nains du chaos sur cette saison. Du coup, ça leur permet d'afficher une magnifique moyenne de 1,66 points pris par équipe et par match sur les 3 dernières journées. Et forcément, ils remontent dans le classement des équipes les plus efficaces en championnat, en se permettant même de chipper la 2e place des équipes les plus efficaces au Scaven, avec un ratio de 58% de points pris par rapport au nombre total des points. Et là, encore une fois, vous regardez le tableau de Courchevel pour vous en rendre compte. Les nains du chaos, on le savait, c'est solide. Mais on va voir s'ils vont arriver à garder cette cadence sur la fin du deuxième tiers. Si oui, on risque d'en voir 3 voire 4 équipes nains du chaos en play-off. Ça sent le petit barbu en play-off, c'est sûr. Bon, je m'arrête là pour les équipes en forme et en méforme. Je peux encore parler en longtemps, je peux parler des heures, vous me connaissez. Mais comme je l'ai dit précédemment, je ferai une analyse plus globale, plus détaillée à l'issue de la 10e journée, donc à l'issue du 2e tiers du championnat. Et là, honnêtement, avec le nombre de vidéos et le nombre de stats que j'ai, ça s'annonce dantesque. Je ne sais pas combien d'heures de vidéos je vais faire, mais ça s'annonce incroyable. Je vous préviens par avance, prenez des congés parce qu'il va y avoir de la vidéo, va y en avoir. Hein. Peut-être en retard, mais il y en aura. Bon, passons au plat de résistance, la petite cerise sur le gâteau, hein, à savoir le trophée du meilleur chasseur, les gars. Alors, on avait cru à l'exploit, on avait cru à la performance incroyable, mais c'était qu'un coup d'esprouve, un coup d'épée dans l'eau. C'était en réalité une escroquerie. Non, moi je vous dis, Elrond les destructeurs. Souvenez-vous du drame. L'ogre de Poire Abricot, le meilleur sorteur du championnat, il l'avait mis à la retraite parce que Mamet l'avait blessé. Et pouf, tout à coup, il revient de sa retraite, Poire Abricot se ravise et le rappelle dans l'équipe. Non mais c'est un scandale, on aurait eu 200 points de plus au tableau du chasseur. On aurait eu Mamet à la première place des meilleurs chasseurs. Eh ben non, Poire Abricot lui a fait une belle farce. Il dit « Ah ben non, finalement, je le mets pas à la retraite, mon ogre, mon Elrond le destructeur. » Bon, je suis désolé pour toi, Mamet, ça m'attriste. Je sais que ça fut un moment de jouissance extrême, très court, mais extrême. Poire Abricot, voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et il faut que tu le manges. S'il ne se qualifie pas en play-off, il faut que tu le manges en chocolate pour te venger, tout simplement. Mais bon, avec cette blague que nous a faite Poire Abricot, de mettre sa star à la retraite puis de se raviser, tout en mettant la faute sur le pauvre commissaire qui aurait mal saisi la feuille de match, hein, c'est ça, tu parles. Je vous le dis d'office, les gars, il y a une grosse cible sur les fesses d'Elrond le Destructeur. On attend le chasseur qui aura sa peau d'ogre, on l'attend d'avoir sa jolie tête accrochée au-dessus de la cheminée. Il y aura peut-être, je dévoile rien, il y aura peut-être un prix spécial à l'arrivée pour le chasseur qui aurait réussi à lui dégommer la tête. Hein. Et je ne dis pas ça par vengeance, je ne dis pas ça parce que ce retournement de situation de Poire Abricot m'a fait perdre 10 minutes de vidéo que j'avais déjà filmé. Non, je dis pas ça du tout pour ça, pas du tout. C'est pas, vous me connaissez, c'est pas mon genre, les gars, c'est pas mon genre du tout. N'importe quoi. Mais bon, là où un coach pleure, hein, Mamet, un autre s'en réjouit, car oui, même avec cette déception, le classement général est chamboulé, avec un nouveau number one qui vient de détrôner la première place du sardonique Imuzerg. Et il s'agit de, attention, roulement de tambour, Galadjin. Eh ouais. Alors là, on déborde un peu sur la 9e journée, mais on a le beau tableau que nous a fait Scarabée sur le site. Et donc, on peut voir en direct, à heure par heure, l'évolution du tableau de la chasse. Et Galadjin vient juste de sortir pour 330 000 points de joueurs en 2 journées à peine. Il a d'abord émietté les slams de Scarabée avec un receveur et un 3/4 compé. Puis il s'est pris méchamment en Norse de EDLR. Et même s'il a perdu étonnamment ce match-là, il repart avec 168 000 points de plus
de joueurs sur E2LR, ce qui lui fait un total de dingue de 535 000 points et le voilà premier des chasseurs. Bravo à lui. Je rappelle que le record global est toujours détenu par Un avec ses 690 000 points faits il y a 2 saisons de cela. Epagnol y est arrivé presque, il était à 15 000 points seulement, il ne l'a pas détrôné. On verra si Galadjin ou d'autres réussiront à détrôner Un du trophée du chasseur ultime. Pour le coup, il faut surtout noter l'excellentissime 8e journée où on chasse pour 1 500 000 points de joueurs adverses. Énorme ce résultat, digne des plus grandes journées de l'année dernière. Même si on a connu un creux en J6 avec à peine 585 000 pièces d'or de joueurs éliminés, c'était tout à fait normal parce qu'après le nettoyage habituel en J4 et J5 où les coachs ont viré quelques joueurs gravement blessés en début de saison dont ils n'avaient plus besoin. La compétition a subi un petit creux et puis elle est partie de plus belle, la chasse est repartie de plus belle dès l'entame du deuxième tiers de la saison. Donc dès la J7, en fait, c'est reparti de plus belle. Et du coup, on est à 8 695 000 points de joueurs chassés, soit une moyenne de 144 916 points de joueurs perdus par équipe. 144 916 points de joueurs perdus par équipe. C'est pas mal, on va dire c'est 3 quarts déjà de perdus. Donc si vous avez perdu moins 3 quarts humains, on va dire. Si vous avez perdu moins que ça, c'est que vous êtes chez les bons. Et si vous avez perdu plus, c'est que ça va pas du tout pour votre équipe. Alors 51 coachs participent à la compétition déjà. Quoi qu'il en soit, avec 8 695 000 points de joueurs éliminés, c'est un très bon résultat, très prometteur. Sachant que on est encore très loin du score exceptionnel de 15 935 000 pièces d'or de l'année dernière, fin J15, presque 16 millions de joueurs d'éliminés l'année dernière. Mais si on continue sur cette lancée, sur la lancée de la J8 notamment, avec 1 500 000 pièces d'or de joueurs d'éliminés, à mon avis, on l'atteindra. On a aussi 6 joueurs de plus en compétition cette saison. Donc forcément, on devrait dépasser ce score de 15 935 000 pièces de joueurs d'éliminés de l'année dernière. Enfin, on y arrivera si certains y mettent du leur aussi, parce qu'il y a encore 4 coachs qui n'ont aucune proie de chassé dans leur effectif. C'est des rabat-joie tout simplement, c'est des mecs qui sont pas drôles. Je vous mets la liste des incriminés juste là. Ils n'ont pas voulu donner du leur dans la compétition, donc c'est à nous, les autres coachs, d'aller les chercher tout simplement. Il faut qu'on aille chercher ces crapules, ces 4-là, il faut qu'on leur élimine de joueurs. Il n'y a pas de raison, tout le monde doit participer à la fête. Et donc du coup, le classement général est le suivant. Après Galadjin et ses 535 000 points de joueurs adverses éliminés, arrive donc Imuzerk qui perd sa première place et stagne à la deuxième place maintenant avec ses 430 000 points qu'il a réalisé déjà il y a assez longtemps de cela. Après, à la troisième place, Poire Abricot se rapproche dangereusement de lui avec 425 000 points déjà de chassé, alors qu'il a chassé un nain de Le Liquide Squeeze et un blitzer de Mamet. Leur quatrième place revient au Brutal Boss qui dégomme tout actuellement. Il remonte le classement tel une bombe et menace vraiment maintenant le trio de tête avec 405 000 points de prix, avec 4 joueurs dégommés définitivement en autant de matchs. Alors, il n'y a aucun positionnel dans le lot, ni de joueurs compés, mais il y a des elfes ou des nains, et les elfes et les nains, ça rapporte pas mal de points, ça rapporte une belle bagatelle de points à Bossk, donc qui est à 405 000 points désormais. Et enfin, pour terminer le quintet de tête, Seeds nous étonne en se plaçant en challenger avec 370 000 points de joueurs d'éliminés, avec notamment un merveilleux receveur compé de Scarabée. Ça rapporte des points les Slan, ça rapporte 120 000 points receveur Slan avec une comp. Et bravo Seeds, te voilà 5e en classement. C'est étonnant de la part d'un elfe noir quand même. Alors, comme je disais, vous retrouvez tout le classement sur le site grâce à Scarabée qui nous a fait ce magnifique tableau. Et ça permet de constater que Bud Milka n'est pas loin de Seeds, à 5 000 points seulement, 365 000 points de prix. Et pour le coup, Bud Milka, en plus d'un Slan, il s'offre une belle goule ainsi que notamment un receveur Elfe Pro. Joli trophée, ce receveur
Golf Pro d'ailleurs, hein, magnifique trophée. Et en parlant de trophée, on avait espéré Elrond le Destructeur, mais non, Elrond le Destructeur, malheureusement, Mamet n'a pas tiré le gros lot avec lui, c'était 200 000 points et finalement Poire Abricot s'est ravisé. Peut-être qu'il le mettra à la retraite plus tard, on verra. Mais pour l'instant, le joueur le plus cher chassé reste encore et toujours Back, le Blitzer Slan de SSB, chassé en 4e journée par Alchemy et Ankh-Morpork. Quand je vous disais que les slans rapportaient là, ce Blitzer-là, il rapporte 130 000 points à Alchemy et Ankh-Morpork. Donc, faites-moi plaisir, les gars, faites plaisir à Duda, chassez des slans. Enfin, pour terminer cette analyse du prix du meilleur chasseur et clore cette vidéo qui est déjà suffisamment longue, voyons quelles sont actuellement les proies les plus faciles. Et là, on se rend compte que la lutesse, elle fait jamais rien comme tout le monde, car la plus grande victime aujourd'hui, à ce jour, c'est un coach orc, tout simplement. Et ouais, il s'agit ni plus ni moins que de X-Gul, qui, après le massacre qu'il a subi contre Mamet en J4, vient de perdre 2 joueurs supplémentaires, dont un big gain contre Nabolo. Nabolo ? Non mais sérieusement, contre Nabolo ? Tu perds un big 1 contre Nabolo ? Donc du coup, 425 000 points de joueurs d'éliminer déjà pour une équipe orc. On va dire que c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Hein. Yuxgul, dis-moi, ça fait quoi d'être la carpette de la lutesse ? Ça fait quoi d'être le paillasson là, qu'on s'essuie les pieds sur ton équipe ? Raconte-nous un peu, ça fait quoi ? Mais attention, restons sérieux, car un autre coach n'est pas si loin de ce résultat calamiteux. Et il ne s'agit pas de n'importe qui, puisque c'est Bud Milka, tout simplement, notre cher président adoré, qui est la 2e plus grande victime, avec déjà 405 000 points de joueurs Skaven de perdus. Moi, je vous dis, faites gaffe, les gars, faisez gaffe, et n'abusez pas trop des bonnes choses. Hein. Si vous ne voulez pas que nos cotisations augmentent drastiquement l'année prochaine, allez-y mollo quand même avec Bud Milka. Hein. Disons, si on s'arrête à 700 000 points de Skaven d'éliminés, de Bud, ça ira comme ça. 700 000 points, on s'arrête là, ok ? Ça vous dit ? 700 000 points, on n'en parle plus, rideau fermé, tac, on arrête tout. Allez, par exemple, le lanceur plus en mouvement, ou le coureur d'égout compé, par exemple, et on sera bon. Allez, emballé, vendu, c'est bon, vous emportez ça, le lanceur plus en mouvement. Ça vous va ? Le premier qui l'emporte, enferme le rideau, et comme ça, on dit à Bedmilka, c'est bon, c'est fini. Ça vous va ? Comme ça, les cotisations ne vont pas augmenter. Enfin, la 3e place est occupée par celui qui adore les distinctions, à savoir Olivier Dulac. Alors Olivier, content d'avoir une jolie distinction, celle-là, elle te fait plaisir, dis-moi. 400 000 points de joueurs de perdus, dont 3 face à Imuser, qui chasse notamment 2 receveurs slins, dont un compé. À cela s'ajoute pour Olivier un 3/4 compé également, chassé par Dritz. Les slans, ça saute de partout, mais dès qu'on en chope un par les cuisses, ça y est, il passe au grill, il passe à la casserole direct, et ça rapporte des points. Enfin bref, ces 3 coachs-là, Yuxgul, Bud Milka et Olivier Dulac, sont vraiment très loin devant tous les autres. Il y a déjà 100 000 points d'écart entre un Olivier Dulac et Courchevel ou Scarabée par exemple. Après, le vent peut tourner très vite et une nouvelle victime peut apparaître très très rapidement. Rappelez-vous que pour le moment, il n'y a qu'un seul big guy de chassé, c'est le troll de Yuxgul. On y a cru avec la blague de Poire Abricot qui avait mis donc Elrond le Destructeur à la retraite, mais finalement non. Donc, ça veut dire que les big guys, à l'inverse, commencent à être compés, sauf ceux qu'on met à la retraite, un doc, n'est-ce pas ? Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a du slan et des big guys compés à chasser. Donc lâchez les chiens, aiguisez les crampons et on y va là. On rentre dans les big guys et les slans. Enfin bref, je termine là cette analyse, cette vidéo. Encore une très longue vidéo. Vous allez faire avec, mais il y avait de la matière pour la faire celle-ci. On se retrouve très prochainement, j'espère. Je vais faire certainement un résumé de la J9 et de la J10 que je vais compiler en une seule vidéo parce que la J9 est quasiment terminée maintenant. Et ensuite, je vais vous inonder d'analyses diverses et variées sur la totalité du 2e tiers de la saison. On va faire de l'analyse globale, de l'analyse par roster, de l'analyse individuelle par coach. Vous me connaissez maintenant, vous savez comment ça marche l'after lutesse. On dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, à savoir chasser des slans et chasser des big guys. Mais pas les miens. C'est bon, les miens j'ai donné, c'est bon. Donc à vos dés les gars, et comme le dirait Mbappé, bloquez bien, marquez bien, mais surtout agressez bien. À bientôt, salut tout le monde, à très bientôt j'espère, pour de nouvelles aventures dans l'After Lutesse, la seule émission qui dit tout haut ce que tous les lutétiens pensent tout bas. Ciao, ciao. No one likes us, we don't care. No one likes us, we don't care. No one likes us.